Les manifestations en Guinée contre l'éventuel troisième mandat d'Alpha Condé ont fait environ 9 morts depuis lundi. Selon le gouvernement, la communauté internationale appelle à renouer le dialogue. Grâce royale pour Hajar Aïssouni, la journaliste, emprisonnée avec son fiancé et des agents de santé. Pour entre autres avortement illégal. Pour elle, un procès injuste vient d'être corrigé. En RDC, le président Félix Tshisekedi a promis ce mercredi de sortir le quart de la population de la pauvreté d'ici à 5 ans. C'était lors du lancement d'un programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. C'était là le sommaire. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Les manifestations en Guinée contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé ont fait environ 9 morts depuis lundi. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi soir le gouvernement. Cette escalade de la tension est jugée préoccupante par la communauté internationale qui a appelé les parties à renouer le dialogue. Il a été enregistré au total environ 9 cas de décès, dont 8 dans notre capitale, ainsi que de nombreux blessés, a déclaré dans un communiqué le ministre de l'administration du territoire, le général Bourima Condé, alors que les autorités avaient jusqu'ici confirmé seulement la mort d'un habitant de Conakry et d'un gendarme. Le calme est revenu sur la quasi-totalité du territoire national et les forces de maintien de l'ordre s'évertuent à normaliser la situation dans les zones où des échauffourées persistent, a ajouté le ministre alors que selon des témoins contactés, des heurts sont survenus dans plusieurs quartiers de Conakry ce mercredi pour la 3e journée consécutive. Le Front national pour la défense de la Constitution, coalition de partis d'opposition, de syndicats et d'associations de la société civile à l'origine des manifestations, dont 8 dirigeants ont comparu dans la matinée, a dénombré 10 morts côté manifestants. Leur procès a été ajourné jusqu'à vendredi prochain. Pour nous, cet ordre juridique n'a aucun fondement, aucune base légale. En ce 21e siècle, en cette année 2019, il est impensable qu'en République de Guinée, que des hommes cagoulés descendent au domicile d'un honnête citoyen sous prétexte que la sécurité publique ou l'ordre public serait menacé. C'est complètement ahurissant. Et ce qui est ahurissant, c'est que le ministère de l'administration territoriale, qui a en premier lieu écrit au ministre de la Justice, elle aussi dit que toute son action est basée sur l'article 23 de la Constitution qui contreviendrait à toute manœuvre qui remettrait en cause l'ordre public. Je pense qu'à l'état actuel, nous avons affaire à des républicains qui se battent pour le respect de notre Constitution. À Kindia, dans l'Ouest, le procureur a requis 6 mois d'emprisonnement à l'encontre de 7 manifestants pour participation à un attroupement interdit. La communauté internationale a fait part dans la soirée de ses préoccupations. Nous appelons tous les acteurs à renouer le dialogue et à faire preuve de calme et de retenue en bannissant tout recours à la violence ou un usage disproportionné de la force, indique un communiqué conjoint des représentants de l'ONU, de la CEDEAO, de l'Union européenne, des États-Unis et de la France. En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a promis ce mercredi de sortir le quart de la population de la pauvreté d'ici à 5 ans. Il a fait cette promesse lors du lancement d'un programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités en République démocratique du Congo. Imaginez. Devant plusieurs personnalités congolaises et des diplomates étrangers, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a promis de sortir le quart de la population de la République démocratique du Congo de la pauvreté en 5 ans. J'ai été troublé par l'ampleur réelle de la paupérisation de l'ensemble de nos concitoyens qui a atteint des proportions considérables, n'épargnant ni l'agriculteur, ni le pêcheur, ni l'éleveur, ni l'artisan, ni le fonctionnaire. Ce programme vise à ce que 20 millions de Congolais vivant en milieu rural et périurbain dans les 145 territoires de notre pays quittent la pauvreté ou l'extrême pauvreté dans les 5 prochaines années. Sans concurrencer les institutions gouvernementales, le programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités en République démocratique du Congo vise à accroître l'accès de la population aux services de base. Selon la présidence, ce projet va démarrer avec 15 territoires situés dans les régions de l'Équateur, Bandundu à l'ouest et Kasaï au centre. Sans préciser le financement de ce programme,
Le président Félix Tshisekedi a invité le gouvernement à explorer toutes les voies possibles susceptibles de donner les moyens de cette action salvatrice pour le peuple congolais. Immense pays d'Afrique centrale de 2,3 millions de kilomètres carrés, la République démocratique du Congo compte environ 80 millions d'habitants. Le PIB moyen par habitant est de $495 l'an, soit $1,3 par jour, avec d'immenses disparités malgré les énormes richesses naturelles dont regorge le pays. Au Mali, l'état d'urgence en vigueur quasiment sans interruption depuis l'attentat djihadiste contre un grand hôtel de Bamako en novembre 2015 a été à nouveau prorogé d'un an à compter du 31 octobre. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le gouvernement malien. Les précisions. Au regard de la situation sécuritaire au Mali, le gouvernement a décidé de proroger jusqu'au 31 octobre 2020 l'état d'urgence en vigueur dans le pays. Cette décision, qui a été adoptée ce mardi en Conseil des ministres, vise à renforcer les capacités opérationnelles des autorités administratives et judiciaires, des forces armées et de sécurité afin de leur permettre de mieux faire face aux situations de menaces ou d'agression. L'état d'urgence accorde notamment des possibilités d'intervention accrues aux forces de sécurité en matière de fouilles et de restrictions de circulation et de rassemblement. Cette décision du gouvernement malien intervient alors que les attaques djihadistes et les violences intercommunautaires se sont poursuivies, en particulier dans le centre du pays, au cours des 12 derniers mois. Cette dernière prolongation a permis, entre autres, de poursuivre le renforcement des mesures de prévention au niveau des autorités administratives compétentes, de proroger les effets des poursuites judiciaires liées à l'état d'urgence et d'accroître les actions de contrôle des forces armées et de sécurité sur le territoire national et de rétablir la sécurité dans certaines localités, a souligné le gouvernement dans un communiqué. Au Soudan, le chef du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé un cessez-le-feu permanent dans 3 zones de conflit. Il a fait cette annonce ce mercredi. Les précisions à travers cet élément. Le Soudan a annoncé ce mercredi un cessez-le-feu permanent dans la zone de conflit. Le général Abdel Fattah al-Burhan a annoncé un cessez-le-feu permanent pour montrer que le gouvernement est engagé dans la paix, a indiqué le Conseil souverain chargé de diriger la transition depuis la destitution le 11 avril par l'armée d'Omar el-Béchir. Le cessez-le-feu est en vigueur depuis la signature de cette déclaration, a ajouté le Conseil. L'annonce de cessez-le-feu intervient au moment où les pourparlers de paix entre Khartoum et des rebelles soudanais ont été suspendus à Djouba avant même d'avoir débuté. Et pour cause, Amar Hammoua, secrétaire général du mouvement de libération du peuple du Soudan Nord, actif dans les régions du Nil Bleu et du Kordofan Sud, a annoncé qu'il ne participerait aux pourparlers que si le gouvernement retirait ses forces des montagnes Nouba au Kordofan Sud. Il a affirmé que depuis une dizaine de jours, le gouvernement bombardait leurs positions dans les montagnes Nouba malgré un cessez-le-feu non officiel. Un cessez-le-feu non officiel a été établi depuis la destitution d'Omar el-Béchir, chassé du pouvoir après des manifestations massives. Le Conseil souverain du Soudan, une instance composée de militaires et de civils qui dirige à présent le pays, est chargé de superviser la transition du pouvoir aux civils, comme le demandaient les manifestants. Un nouveau gouvernement de transition est en place pour gérer les affaires courantes. C'est lui qui mène les pourparlers de paix avec les groupes rebelles soudanais qui ont été officiellement lancés lundi à Djouba, capitale du Soudan du Sud. Au Maroc, la grâce royale a corrigé un procès injuste. C'est ce qu'a déclaré la journaliste marocaine Hajar Raïsouni. Elle a été libérée ce mercredi après avoir été emprisonnée pour avortement illégal et sexe hors mariage. Plus de précisions à travers cet élément. La décision du roi de gracier la jeune reporter de 28 ans, son fiancé et l'équipe médicale accusée de l'avoir aidé à avorter a été rendue publique ce mercredi après-midi, suscitant des flots de réactions positives sur les réseaux sociaux au Maroc et à l'étranger. Son arrestation fin août, suivie fin septembre par sa condamnation, avait suscité une vague d'indignation et un débat virulent sur l'état des libertés individuelles au Maroc. Son fiancé, un universitaire et son gynécologue ont été libérés en même temps qu'elle, quelques heures après la grâce royale.
Je remercie Dieu. L'expérience que nous avons traversée, Hajar et moi et les autres, était très intéressante car je crois encore plus et je suis plus convaincu des droits de la femme. Je suis plus convaincu que la violence à l'égard de la femme n'est pas que des slogans, mais c'est un travail qui doit être fait à tous les niveaux. Je suis sorti de cette douleur en croyant plus en Hajar et en croyant plus dans les militants et militantes des droits des femmes, et c'était une grande expérience. يعني كانت تجربة مفيدة إلى حد كبير. La grâce royale est une fête et une joie, pas uniquement pour Hajar Raïsouni, mais pour tous ceux qui ont cru au dossier d'Hajar Raïsouni. Je ne trouve pas les mots pour parler de 7 jours de toute discussion juridique. Maintenant, est sa mère dans la gorge de tous ceux qui suivent de près ou de loin le dossier Hajar Raïsouni. La justice avait condamné le jeune couple à 1 an de prison. Le médecin, un praticien reconnu qui avait toutefois été décoré par le roi, a pris 2 ans ferme avec 12 et 8 mois de prison avec sursis pour un anesthésiste octogénaire et une secrétaire médicale. Le souverain a pris sa décision sans entrer dans le débat souverain que les citoyens marocains mènent sur l'évolution de leur société et dans lequel se sont invités de façon regrettable certains étrangers, intellectuels, médias et ONG, a précisé une source gouvernementale. 6 ans de prison en Mauritanie pour apostasie ont abîmé ses jambes mais n'ont pas brisé sa volonté. Récemment réfugié en France, après sa libération, Mohamed Cheikh Mkaitir a affirmé être plus que jamais décidé à dénoncer un système raciste. On l'écoute. J'ai été emprisonné dans mon pays après avoir écrit un article sur mon blog. J'ai été emprisonné dans mon pays après avoir écrit un article sur mon blog fin 2013 intitulé « La religion, la religiosité et les malmines », c'est-à-dire caste jugée inférieure en Mauritanie. Cet article parlait du système de caste dans la société mauritanienne. En Mauritanie, tout s'organise selon ce système de caste et la caste de Beidan, celle des Arabo-berbères et celle qui a le pouvoir. Eux, ils ne veulent aucunement que le système soit remis en cause, qu'on dénonce leurs fautes et c'est pour cela que j'ai été envoyé en prison. Nous essayons d'éradiquer ce système de caste et de tribus en Mauritanie. De mon point de vue, la solution radicale réside dans l'instauration d'un État laïque dans notre pays. C'est très très difficile, mais pas impossible. Je me sens enfin libre et je pense que le moment est venu pour moi de compléter le travail que j'avais entrepris avant mon incarcération et que j'ai dû par la force des choses arrêter. Et c'est sur ces propos qui jettent un pavé dans la mare en Mauritanie que nous refermons cette édition. Merci de l'avoir suivi.